Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast chaque semaine. Une actualité de la comédie française est ici mise en lumière grâce à ceux qui la font devant ou derrière le rideau, sur le plateau ou en coulisses. À l'affiche de cet épisode de Quelle comédie, le podcast, Le Suicidé de Nikolai Erdmann, qui sera donné salle Richelieu, à Paris, du 11 octobre au 2 février. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Barupen. Bonjour. Bonjour. Nommé 528e sociétaire en 2015, vous signez ici la mise en scène de ce spectacle. Et Jérémy Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes nommé sociétaire le 532e en 2017 et dans ce spectacle, vous jouez le rôle-titre, Semyon Semyonovitch Pozdekhaïnikov. Alors merci à tous les deux d'être là pour évoquer cette fable métaphysique, cette course effrénée vers l'abîme, emmenée par une prose diablement efficace, une drôlerie inespérée peut-être, et enfin une puissance dramatique, philosophique, une pièce irrésistible, je crois, aussi inquiétante que réjouissante, peut-être, mais surtout une célébration de la vie, une célébration du théâtre et un spectacle de troupe. Est-ce que c'est pas ça aussi, avant tout, se suicider, un spectacle de troupe? Bah oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, parce que je me suis dit que c'était pas mal de se réjouir ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Et c'est vrai que dans cette pièce, on est quand même 14 comédiens, 3 musiciens, on est 17 sur le plateau. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es engagé dans un tel barnum pour ta première mise en scène Mais ça me fait du bien, en fait. Je me suis rendu compte en répétition que le monde aussi être bien entouré comme ça presque ça me rassure plus que si j'avais dû monter juste un petit quatuor ou un quintet. Donc Oui, vous qui êtes musicien, vous parlez voilà, quatuor, quintet, c'est tout ça. de suite j'ai le langage. Mais parce que c'est aussi une pièce chorale, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Vous, Jérémy, vous en fait, votre personnage, évidemment, on va en parler plus avant, mais c'est un personnage qui, d'une certaine manière, existe parce que les autres vont penser de lui. Oui, en fait, ça me parle bien, cette idée de choralité pour cette pièce et pour ce rôle, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Semyon se fait porter par les autres et se fait un peu trimballer à droite et à gauche, avant de comprendre pourquoi, la question existentielle, pourquoi il vit et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Mais oui, c'est une pièce chorale. Donc c'est plutôt... c'est pas le bon mot, mais j'allais dire c'est plutôt facile de se faire trimballer par Stéphane et par ses collègues de travail et de jeu. Oui, parce qu'en fait, plus on est de fous, plus on rit, plus on est de fous, plus on est porté aussi. Est-ce qu'il y a ce côté un peu cannibale de l'acteur qui va aller se servir aussi de ses camarades, de leur énergie pour... Oui, bien sûr, surtout dans ce style de théâtre où c'est beaucoup, c'est faire un peu le jazz avec les autres. C'est vraiment du ping-pong. On est obligé de jouer avec l'autre parce qu'on est responsable même des répliques de l'autre, du rythme, parce que parfois l'humour vient après un enchaînement de 4 ou 5 répliques. Si tout d'un coup un acteur ou une actrice se met à prendre du temps là où il ne faut pas, à essayer de jouer quelque chose qui n'est pas dans le texte, il met en péril la suite des répliques. Et c'est en ça que je trouve ça beau, parce qu'on est responsable des autres dans ce spectacle, et c'est assez beau de voir ça. Vous avez dit que c'était votre première mise en scène, en effet, en titre, avec cette pièce, Salle Richelieu. Vous avez avant fait des mises en scène, des co-mises en scène. Voilà, avec Sébastien Poudroux. En préparant, en lisant aussi Le Suicidé, on parle beaucoup d'un homme qui s'appelle Meyerhold, qui est un ami, en fait, de Erdmann, qui était un homme de théâtre, qui était un metteur en scène. Vous allez sans doute nous l'expliquer, cette pièce en fait n'a pas été créée du vivant de Erdmann, mais elle a quand même été un peu répétée. Et Meyerhold disait à ses acteurs, vous devez être des acteurs qui aident le metteur en scène à trouver les personnages. Est-ce que vous avez travaillé comme ça? Dans quel sens vous avez travaillé? J'ai trouvé ça beau, cette vision de Meyerhold qui disait à ses acteurs, vous parliez de responsabilité commune, aider le metteur en scène à trouver le personnage.
Ouais, bah, c'est toujours un dialogue. C'est vrai que le metteur en scène peut arriver avec une idée, en ayant travaillé beaucoup, mais après, il faut aussi qu'il fasse avec les acteurs, et les acteurs aussi ont la responsabilité d'amener leur monde, de travailler un peu aussi, de pouvoir proposer pour aller plus loin, des fois aussi que la vision du metteur en scène. Donc c'est toujours... Ben on en parle souvent d'ailleurs, même dans n'importe quel spectacle, qu'est-ce qui... C'est... Ouais, c'est un dialogue entre l'acteur et le metteur en scène. C'est une relation de confiance. Vous parliez de jazz. Dans le jazz, il y a aussi l'idée de la liberté, de l'improvisation. Oui, bien sûr. Bah, après... Tu me regardes. Après, c'est vrai que dans ce genre de spectacle, il y a des petits moments où des petits sas comme ça où on peut se permettre un peu d'improvisation. Après, c'est tellement rythmé, c'est tellement musical que vite on pouvait pas se perdre non plus dans trop d'improvisation. On se rendait assez vite compte que c'était assez calibré quand même. Donc, Le but, c'est de faire croire au public que c'est de l'impro, et au metteur en scène aussi. Et il faut que l'acteur se persuade qu'il est libre et que tout vient de lui, mais ce qui est absolument faux, parce que ça vient de Stéphane et aussi d'un énorme auteur. Mais c'est vrai que plus c'est calibré, plus on a de limites, plus on est libre. Et sur l'idée ça demande beaucoup d'humilité et de service, ce texte. Il faut, un peu comme Feydeau, je dirais que c'est comme un Feydeau avec beaucoup plus de profondeur en fait et de questionnement sur le monde, mais il y a une chose d'humilité qui est demandée, où il faut s'effacer, l'acteur doit s'effacer pour les situations, et ça demande un rythme très soutenu, et donc un peu de s'oublier pour servir l'histoire et les gens qui sont sur le plateau. Sur Feydeau, c'est intéressant parce qu'en effet, on dit beaucoup, c'est le vaudeville slave, etc. En même temps, à le lire, oui, il y a des portes qui claquent, mais le rire n'est pas de la même sorte. Ouais, en fait, il y a plein de rires différents dans cette pièce. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a cet humour du vaudeville, parce que en plus Erdmann avait traduit La Cagnotte de la Biche, justement, et je pense il aimait ce théâtre-là, et on le sent d'ailleurs dans son écriture, dans sa prose, dans ses dialogues, il y a cette efficacité-là, mais il y a aussi un humour un humour du désespoir, un humour assez fin, existentiel, je trouve, qui se rapproche un peu de l'humour juif aussi. Il y a quelque chose de ça, où on rit pas aux éclats, et en même temps c'est tellement fin, tellement intelligent. Et ça côtoie aussi le grotesque, l'absurde, l'humour même limite des fois un peu potache, un peu pipi-caca. Et il y a tout ce panel d'humour différent. Il faut arriver à les faire coexister, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Mais c'est ça qui est assez... c'est étonnant d'avoir toute cette palette de rires différents. C'est une pièce de 1929, donc c'est cette... charnière vraiment capitale entre les années 20 et les années 30 en Russie, pièce qui donc n'a pas pu être créée, elle a été censurée, elle n'a pas pu être créée, en tout cas du vivant d'Erdmann, il a fallu attendre des décennies et des décennies. C'est évidemment une pièce qui cible la violence, l'oppression d'un régime totalitaire. Alors évidemment, nous sommes en 2024, il y a des résonances qui sont évidentes aussi avec le présent. Qu'est-ce que, Stéphane, vous en avez fait de ces résonances-là? Quel a été votre positionnement au moment de mettre en scène? J'ai préféré déjà la laisser dans l'époque où elle est écrite, parce que c'est vrai que le contexte est vraiment très particulier, post-révolutionnaire, et puis justement, donc c'est vrai que nous, à notre époque, on n'est pas dans ce contexte-là, mais c'est vrai que comme c'est une pièce existentialiste qui parle de l'humain, mais l'humain comme membre d'une société, comme un individu par rapport à la collectivité, mais aussi comme humain avec un grand H dans sa place dans le monde, sur le sens de la vie et de la mort. Donc c'est vrai que de toute façon ça résonne, et j'avais pas forcément besoin de me positionner très clairement, puisque c'est une pièce qui pose des questions, qui dépeint, qui montre. Et il suffit juste de faire résonner le texte. Ce qu'il faut juste choisir après, comme c'est une comédie, c'est à quel degré on place le rire, et pour ne pas aussi masquer ce qu'il y a derrière, ce que Erdmann veut bien nous faire entendre. Mais
tout compte fait, on était assez surpris avec Clément Camard-Mercier qui a fait la traduction et qui était dramaturge. On pensait que ça allait être une pièce beaucoup plus critique envers le régime de Staline, mais en fait non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait peur à la censure de cette époque-là, c'est comme ça questionne vraiment la place. Il y a quelque chose qui échappe d'une certaine façon. Du coup on se dit attends, mais on remet tout en question là dans cette pièce, puisqu'on questionne, le questionnement est tellement vaste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les répliques résonnent parce qu'on est dans une période justement, il y a de la violence, où il y a un repli sur soi, il y a des peurs, il y a de la censure, enfin tous ces thèmes-là sont présents aujourd'hui à un autre degré, à un autre niveau, mais voilà, il suffisait juste de la faire entendre. C'est au public aussi de l'entendre, évidemment, de le recevoir, de se poser soi-même des questions, de faire des liens. Et vous évoquez en effet ces sujets qui sont, j'allais dire, c'est Stendhal qui dit c'est le petit fait vrai, mais c'est le quotidien, quoi. C'est le quotidien dépassé, fictionnel, surréaliste parfois. Des questions existentielles, vous le disiez, avec même la question des questions, qui est la question d'Hamlet. C'est dans le texte finalement aussi. Être ou ne pas être. Mais en fait, ça suit Sémione tout le long de la pièce, je trouve. Alors effectivement, il y a un monologue dans ce spectacle qui est très proche alors à la manière d'Ernban, mais de être ou ne pas être. Mais qu'est-ce qu'être vivant, qu'est-ce qu'être mort, et à la fin, il y revient. Mais en fait, c'est ce que vous dites sur ça parle beaucoup et c'est là où ça questionne notre époque. Il faut appartenir à un groupe. Faut défendre un groupe, faut appartenir, et on est obligatoirement dans un camp. Donc on a obligatoirement un avis sur une chose, et on est soit chez A, soit chez B, mais on n'est pas au milieu. Ça parle de ça pour moi. Mais Sémione, justement, lui, il est paumé parce que il est tout le temps conscient, mais il est perdu aussi. Il est chez qui, lui? Il est éponge des autres. Il se fait tellement trituré que à la fin, il se pose cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et en fait, la prétention à quelque chose, à quoi je tends dans ma vie? Moi, je tends à rien, je tends juste à être vivant, à être un homme comme un autre. Et peu importe, en fait, dans quel groupe je suis, peu importe, même de manière plus générale, quel parti dirige mon pays, est-ce que ça me modifie vraiment, moi? Est-ce qu'on peut pas me foutre un peu la paix? Il y a un texte extraordinaire que Stéphane m'a envoyé cet été sur une dame russe, une paysanne qui vit très très loin de Moscou et Saint-Pétersbourg, et elle dit: moi je connais, à part Poutine, à part 2 personnes, je connais personne, moi. Donc ma vie elle change pas, mais par contre est-ce que vous voulez sentir mes fleurs de mon jardin, parce qu'elles sentent super bon? Et on se dit et en fait pour moi c'était vraiment Sémione à la fin. Mais c'est vrai que ça parle aussi des ça c'est dans la fin de L'Homme Rouge de Svetlana Alexievitch, et à la fin il y a ce petit témoignage d'une femme et c'est vrai que ça parle de ces petites gens qui des fois sont loin de tout ça et qui n'ont pas soit la capacité, soit par l'éloignement, tout ça, ne participent pas au grand mouvement de l'histoire, sont souvent un petit peu des pantins, peu importe le régime communiste, capitaliste. C'est ce qu'elle dit: pour moi ça change pas grand chose à ma vie. Ils sont toujours un peu les dindons de la farce, ils essaient juste de survivre, peu importe le régime, et ces gens-là ils demandent juste, comme dit Sémione, je veux juste une vie paisible, un salaire convenable, et puis vous pouvez faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez changer le monde, on peut se poser des questions, je ne suis pas contre ça. Mais en tout cas, moi, ça ne change rien à ma vie. C'est pour ça que moi, je suis encore en questionnement. On est en plein travail. C'est mais ça, oui. Et peut-être qu'il ne faut pas y répondre, mais est-ce que c'est une pièce positive ou négative? Est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est drôle? Il dit à la fin, Sémione, moi je leur dis aux gens, mais moi, si vous voulez, je vous dérangerai pas, je peux juste chuchoter. Ouais. Et je passerai toute ma vie comme ça, en chuchotant. Et je vous jure que vous, dans le bordel de vos idées, tout ça, vous m'entendrez même pas. Mais je veux déranger personne, mais laissez-moi, foutez-moi la paix, quoi. Mais est-ce que ça, c'est sublime ou c'est terrible? Ouais, c'est toujours la question, toujours l'égoïsme, à quel point on doit quand même, on doit s'inscrire dans le collectif, et en même temps, il faut que soi-même, personnellement, on y trouve son compte. Il faut qu'il y ait toujours aussi faire cohabiter les désirs et
les transcendances individuelles au sein mais au service des fois aussi du collectif. Et c'est pour ça que la pièce à la fin ne répond pas à ça. Elle nous le laisse. Elle nous le laisse. Ouais. Et c'est ça qui est beau, parce que de toute façon, il n'y aura jamais de réponse à ça, je pense. On ne peut pas, sinon on aurait déjà trouvé la solution, je pense, depuis... On ne ferait pas de théâtre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ce qui est beau aussi, je trouve, et très émouvant dans la pièce, c'est le chemin dramatique, alors notamment de Semionovitch, qui quand même a un début, un basculement, une fin. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un texte qui fait beaucoup référence aux autres. Souvent, il cite Tolstoï. Il y a beaucoup de références à Gogol. Et le thème de l'imposteur est très Gogol, d'ailleurs. C'est ça, oui. Mais ce que je veux dire par là, dans l'émotion et de ce qu'on en retire aussi, c'est que peut-être qu'au début, ce qui nous fait le plus mal, c'est l'innocence de Semyon Semyonovitch. En fait, ça nous crucifie parce que nous, spectateurs, on voit en fait que les autres se jouent de lui. Et ça, c'est dur. Mais finalement, il a aussi cette espèce de moment de jachère où il est allongé et où des choses mûrissent. Et il y a comme une épiphanie. Ouais. Mais il prend conscience à la fin. Il prend conscience que... Il s'est dit, peut-être que ma vie était vraiment inintéressante, désespérée, j'avais aucun sens. Et là, ça y est, en fait, je peux être plus que ça par mon geste. Et il se rend compte qu'en fait, non, il n'en est pas capable. Puis il n'en est pas capable, parce que aussi les questions de suicide, c'est pas non plus de... C'est pas d'acheter des fleurs. Oui, voilà. mais aussi, il se rend compte que peut-être que ça lui suffit, sa vie, tout compte fait. Comme il dit, juste, c'est vrai que se dire que la vie est dure, ça suffit. Et puis, on peut continuer. Et puis, peut-être que tout compte fait... Mais oui, il y a dans cet acte 5, il y a l'épiphanie de Semyon. Et c'est vrai que il a dans son cercueil, là, il a le temps de cogiter à tout ça. De cogiter, exactement. Et on voit aussi... Et il y a quelque chose, on a beaucoup parlé de la farce, on a parlé du langage politique, on a parlé aussi de ce rythme, c'est vrai, effréné, où même quand vous dites « je peux chuchoter », il y a tout ce sens-là de quand est-ce qu'on s'adresse au public, quand est-ce qu'on s'adresse aux autres personnages dans ce chœur, etc. La présence de la musique, qui est très importante, qui sera sur scène. Mais on n'a pas parlé du lyrisme. Et pour autant... je trouve qu'il y a du lyrisme aussi. Semyon Semyonovitch, il y a des moments lyriques, non ? Ah oui, mais de toute façon, le lyrisme, comment expliquer ça ? Il est sur les feuilles de papier, quoi. Il est là, le lyrisme. Mais le lyrisme amène la drôlerie aussi, parce que c'est là où on se rend compte que il est un peu pathétique aussi. Ouais. Et le lyrisme amène à ça. C'est pas un lyrisme qui amène vers vraiment une grande tragédie. C'est tout d'un coup, on se dit, c'est ce petit personnage qui lui aussi, tout d'un coup, se prend pour Hamlet et pour tout ça. Et c'est ça qui est drôle. C'est tout d'un coup, ce lyrisme, je trouve, apporte tout compte fait du comique. Ouais. Mais c'est un lyrisme. Oui, mais il est sincère, lui. Oui. Quand il y est, quoi. Ah, mais totalement, c'est un lyrisme de comment dire, qui est vécu par des personnages qui n'ont aucune conscience qu'ils sont dans une tragédie. C'est ce qui est extraordinaire. De toute façon, ça devrait être tout le temps comme ça, le lyrisme. Enfin, j'ai mon idée du lyrisme. Mais, oui, de ne pas l'appuyer, en fait. De ne pas le porter, quoi. Le lyrisme, il est presque littéraire. Il n'est pas organique, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il n'est pas imagé. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est Béatrice Picon-Valin, qui est une grande connaisseuse de la littérature russe, etc., qui a fait une préface dans l'édition, alors je le dis du coup quand même, les solitaires intempestifs, voilà. Et dans cette préface, elle évoque les images, comme vous dites, elle évoque le texte, la force du texte, et elle dit que de temps en temps, en fait, c'est si bien construit que ça pourrait être en vers. Elle souligne ça dans la manière dont en fait l'écriture comme ça court, et cette espèce d'assemblage à la fois d'images, de vocabulaire, d'un grand sens du plateau aussi du texte, et que finalement ça pourrait quasiment être du vers. Peut-être que c'est une musique aussi qu'elle entend. Mais oui, c'est ça. Moi tout de suite j'ai vu la musicalité, le rythme, c'était implacable la manière dont... Et donc je pense que c'est ça aussi qu'elle veut... Oui, puis quand j'entends le vers là-dessus... c'est peut-être aussi l'idée de quand on est lancé dans une réplique, comme dans une tirade en vers, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas prendre le temps. Il y a la pensée qui doit avancer. Et, ça court. La mélodie, ça, si c'est ça, le vers, je l'entends très bien. Ça. Oui, mais je pense que c'est de cet ordre-là. C'est vrai que Béatrice en parle très bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à Béatrice Picon-Valin qu'on a retrouvé...
parce que le suicidé, on n'avait pas de traces forcément du texte, et c'est grâce à ses travaux sur Meyerhold, parce qu'elle, c'est vraiment une spécialiste. D'ailleurs, elle m'a dit que je crois que cette année, il y a un anniversaire de Meyerhold. Voilà. On va y travailler. Mais oui, c'est grâce à ces travaux qu'on a pu récupérer même des éléments de travail déjà, des répétitions qui avaient commencé. Ouais. Bah oui, c'est ça, exactement, parce qu'elle l'explique très bien, c'est quelqu'un qui, en fait, son texte final était en fait le texte après répétition. C'est-à-dire qu'il acceptait de changer, de modifier pour que ça sonne, pour que ça rythme. On n'a pas parlé aussi d'un thème que je trouve, à mon avis, intéressant dans cette pièce aussi, c'est celui de la pudeur. Où est-ce qu'elle serait, la pudeur ? Est-ce qu'il y a de la pudeur ? Est-ce que Semyon Semyonovitch... C'est la pudeur de l'Est, quoi. C'est ces choses qu'on veut pas... C'est vrai que c'est des gens qui ont vécu des choses... la vieille génération, je pense au personnage de Sérafima, par exemple, qui raconte des blagues. Cette scène est irrésistible, d'ailleurs, et elle parle de choses horribles, de la guerre et tout ça, mais pour eux, en fait, c'était tellement leur vie, c'est tellement intégré qu'il n'y a pas de... Pour eux, c'est normal, et c'est peut-être ça aussi, une sorte de... Du coup, on n'étale pas son pathos. Ah, mais c'est l'humour aussi. Oui. Ils disent que l'humour est la politesse du désespoir. C'est assez beau. Oui, et c'est Erdmann aussi, c'est cette figure-là. Je pense que c'était quelqu'un de très pudique. Quand il lisait son texte, je ne sais plus où j'avais lu ça, de manière très froide, et puis où les acteurs se demandaient si c'est du lard ou du cochon, et puis ils finissaient par éclater de rire. Mais je pense qu'il y a ça, il y a cette délicatesse, cette chose-là. Et puis ça peut être aussi une pudeur dans l'espace physique. Comme c'est des gens qui vivent les uns sur les autres, l'idée du communal cas où il faut surtout essayer au maximum de ne pas déranger le voisin. Mais c'est pas un voisin qui a une maison à côté, on a un jardin. Mais non, c'est la porte. Non, on dort, on entend respirer la personne qui est juste à côté, on partage les endroits en fait les plus intimes, à savoir la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Et en fait, bizarrement, ça force à la pudeur. Ça force à une certaine... En tout cas, essayer d'avoir une certaine dignité. Et cet endroit-là, il est interrogé tout le temps, je trouve. Oui. Dans le texte et puis dans le travail. D'un hors-champ aussi, alors. Ouais, d'un hors-champ et de surtout ce qui ne doit pas sortir. J'allais dire d'un truc aussi petit qu'un cercueil. L'impression qu'ils sont tous enfermés. Et il faut surtout pas déranger l'autre, mais on se dit des trucs dégueulasses, mais ne le dis pas. Et en fait, ça interroge la pudeur. Où elle est cette pudeur-là. Et aussi, très impudique de tous ces personnages qui débarquent chez Semyon. Ah oui, et c'est une intrusion incroyable. Ah ouais, où en fait, cet homme sort plus, total. et des gens inconnus débarquent pour utiliser sa mort. Et ça, c'est très violent. C'est un viol d'espace. C'est un truc... c'est un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. C'est énorme. Et à chaque fois, c'est comme ça. Il y a une idée comme ça de casser cette intimité. Voilà. Et puis on parle en fait absolument tout le temps de morale, mais est-ce que c'est pas quand on en parle le plus qu'il y en a le moins ? Bah oui. C'est un peu la même chose que de devoir appartenir à un groupe ou devoir choisir oui ou non. Je pense que tout est plus complexe que ça. Et puis, et justement, Erdmann montre les humains avec tous leurs défauts, tous leurs travers, et avec beaucoup d'humour. Il ne juge pas ses personnages. Et c'est en ça que c'est contraire. Il n'y a pas de morale, justement. Bah oui, c'est ça. Alors que tout le temps, en fait, on la convoque, mais en fait, elle n'est pas tellement là. C'est pour ça que en le faisant là, tous les jours, je me rends compte que c'est une pièce vraiment extraordinaire. C'est pas du tout en tant qu'acteur, mais aussi, je pense, surtout en tant que spectateur, quand on va voir une pièce comme ça. Souvent, en France et au théâtre dans le monde, mais on va voir soit une pièce drôle, soit une comédie, soit une tragédie. Et en fait, c'est comme si, par avance, on faisait un contrat avec le public ou avec les artistes qu'on va voir sur scène pour un spectateur, où on se dit, bon, bah là, tu vas me faire rire, ou tu vas me faire pleurer dans une tragédie. Et en fait, c'est des gens qui se conditionnent, ce qui est normal, hein. On se conditionne déjà à l'avance sur ce qu'on va voir. Donc, on sait déjà ce qu'on va voir.
Donc on s'apprête à pleurer si on va voir un Racine, et on s'apprête à se marrer si on va voir un Feydeau. Mais l'idée de surprise, l'idée de cueillir quelqu'un, elle est totalement différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas en tant que public, mais c'est-à-dire qu'on a pactisé avec ça. Oui. Là, c'est pas du tout le cas. Pour moi, et c'est pour ça que c'est un cadeau à jouer. Et c'est moi ce que j'aime dans mon travail, j'essaie de chercher tout le temps ça, c'est c'est pas soit ça, c'est et ça, et ça. Ouais. Donc c'est drôle, mais si c'est drôle, il faut que ce soit terrible. Sinon c'est moins intéressant. L'idée de surprise, elle existe plus. Puis ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme avec Shakespeare, il y en a pour tous les publics. En fait, chacun peut y trouver son compte. Il y en a qui choperont plus éventuellement des phrases qui ont attrait à la politique, à l'existentialisme, ça, et puis d'autres se contenteront de l'intrigue ou de l'humour, tout ça. Et je trouve qu'il y a plein de couches, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'on va aller découvrir. On ne l'a pas dit, mais c'est quand même une entrée au répertoire du français. À noter donc Se suicider de Nicolas Erdmann, Salle Richelieu, 11 octobre, 2 février, mise en scène Stéphane Varupen. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.